Ça ne faisait quasiment plus aucun doute depuis plusieurs jours déjà, et c'est maintenant officiel depuis que l'OM a annoncé avoir trouvé un accord de principe jeudi soir. Angel Gomes va devenir la première recrue marseillaise du mercato d'été 2025 en s'engageant librement après la fin de son contrat avec Lille. Comme pour chaque nouvelle recrue, c'est le moment de le présenter et de faire son analyse en vidéo en s'intéressant d'abord à son parcours depuis ses débuts en club et en sélection, avant de se focaliser sur son profil et son style de jeu, ses qualités et ses axes de progression, puis de se demander plus globalement si l'OM réalise un très bon coup pour commencer son mercato d'été 2025-2026. Alors justement, quel est votre avis sur l'arrivée d'Angel Gomes à Marseille? Est-ce que vous pensez qu'il peut être une très bonne recrue ou alors est-ce que vous êtes un peu plus mesuré? Est-ce que ça vous plaît de voir l'OM saisir des opportunités de joueurs libres comme Gomes et qu'attendez-vous de la suite de ce mercato estival? J'attends votre ressenti dans les commentaires et je vous donnerai bien évidemment le mien dans la troisième partie de cette vidéo. On commence sans plus attendre avec un point complet sur son parcours depuis ses débuts. Né le 31 août 2000 à Londres, Angel Gomes est issu d'une famille de footballeurs avec son père Gilles qui a été formé à Benfica et qui a eu une petite carrière de joueur. Son frère Rico Gomes est lui aussi passé par les jeunes de Manchester United, son cousin Yuri a lui été formé au Sporting et son parrain n'est nul autre que Nani qui était un joueur fantastique et qui l'idolâtrait pendant son enfance avec l'ambition de marcher sur ses traces. Angel Gomes intègre lui l'académie de Manchester United à l'âge de 6 ans, un club où il va faire toutes ses classes en étant considéré comme l'un des plus gros talents de la formation mancunienne. Il s'est illustré en Youth League aux côtés d'autres espoirs comme Tahith Chong ou Greenwood. Il a été particulièrement éclatant en U18 avec 15 buts et 7 passes D en 26 matchs, puis avec les U21 avant d'être lancé dans le grand bain par José Mourinho qui lui a offert ses premières minutes chez les pros lors du dernier match de la saison 2016-2017 face à Crystal Palace alors qu'il n'avait que 16 ans. Il va ensuite avoir un peu plus de temps de jeu sous les ordres de Solskjaer, notamment en Europa League, sans réussir à se faire une place durable dans le groupe pro pour autant, alors qu'il enchaînait les bonnes prestations chez les jeunes en portant régulièrement le brassard de capitaine, et qu'il était l'un des plus grands espoirs du club. Sa situation contractuelle a joué un rôle crucial dans son faible temps de jeu lors de la saison 2019-2020 puisque les Mancuniens ont beaucoup discuté pour prolonger son contrat sans parvenir à trouver un accord. Alors forcément dans ce cas de figure tu vas pas le faire jouer si tu sens qu'un départ libre se profile clairement et dans le même temps Angel Gomes n'avait pas forcément de perspective de temps de jeu régulier à Manchester donc un départ semblait logique pour sa progression et pour faire décoller sa carrière. Il décide de s'engager librement avec Lille à l'été 2020 avant d'être prêté à Boavista dans la foulée pour avoir un statut de titulaire avant de revenir au LOSC. Mission accomplie avec 32 matchs, 6 buts et 6 passes D au compteur, avec notamment une première exceptionnelle face au National où il a délivré 3 passes D et une prestation éclatante contre Benfica lors d'une victoire 3-0 avec un but et une passe D. Fort de cette expérience enrichissante, il revient à Lille à l'été 2021 sans être un titulaire indiscutable dès sa première saison puisque Jocelyn Gourvenec jouait en 4-4-2 donc sans numéro 10, mais Gomes a quand même joué une trentaine de matchs en entrant à chaque fois ou presque et en découvrant la Ligue des Champions par la même occasion. Il devient un joueur important à partir de la saison 2022-2023 sous les ordres de Paulo Fonseca qu'il a utilisé comme milieu relayeur, milieu offensif et parfois même comme milieu gauche. 39 matchs, 3 buts et 6 passes D pour sa première saison sous Fonseca avant de se montrer tout aussi déterminant la saison suivante avec 2 buts et 10 passes D dans une saison à 45 matchs puisque les Lillois ont fait un parcours intéressant en Conference League en se faisant éliminer au tir au but en quart de finale par une belle équipe d'Aston Villa. Seulement après le départ de Paulo Fonseca qui a été remplacé par Genesio à l'été 2024, Gomes a beaucoup moins joué la saison dernière, 20 matchs toutes compètes confondues pour 2 buts et une passe D, une situation qu'on peut expliquer par plusieurs raisons, une commotion cérébrale qui lui a fait louper quelques matchs après un choc impressionnant avec Amadou Koné, une blessure au mollet qui l'a éloigné des terrains un peu plus d'un mois et une situation contractuelle délicate avec un départ libre qui semblait inévitable. Il n'a été titulaire qu'une fois sur les 6 derniers mois et n'est plus sorti du banc depuis le début du mois de mars. C'est dans ce contexte qu'il arrive à Marseille librement, le club a annoncé un accord de principe jeudi soir donc on peut s'attendre à voir une belle vidéo de présentation une fois que son contrat avec Lille sera officiellement terminé, c'est-à-dire le 30 juin. Sur son parcours en sélection maintenant, Angel Gomes a fait le tour des équipes de jeunes avec l'Angleterre, les U17 avec qui il a marqué 6 buts en 13 caps et remporté la Coupe du Monde U17. Il a ensuite joué avec les U18, U19 et U20 avant de jouer quasiment une vingtaine de matchs avec l'Angleterre Espoir de Lee Carsley, un coach qu'il a retrouvé en début de saison dernière puisque c'est lui qui l'a sélectionné avec l'équipe A de l'Angleterre en lui offrant ses 4 premières sélections dont 2 titus contre la Finlande. Seulement une fois son intérim terminé, il a été remplacé par Thomas Tuchel qui ne l'a pas encore pris sur ses dernières listes. Son temps de jeu plus réduit avec Lille ne lui a pas permis de convaincre son nouveau sélectionneur, mais son transfert à Marseille pourrait changer la donne, étant donné qu'il va jouer la Ligue des Champions dans un rôle plus important que la saison dernière. Son objectif sera de gagner une place durable dans le groupe de l'Angleterre pour postuler à la liste de Tuchel pour la prochaine Coupe du Monde.
Ceci étant dit, on enchaîne avec un focus sur son profil et son style de jeu. La première chose que j'aimerais mettre en avant, c'est sa polyvalence, puisqu'il peut jouer milieu offensif, milieu central et aussi milieu gauche, comme on a pu le voir à quelques reprises quand il jouait en jeune avec Manchester, quelques matchs au LOSC aussi et 2 matchs à Boavista. C'est un milieu de terrain à vocation offensive qui sait dicter le tempo, qui a un rôle primordial dans la construction du jeu, très à l'aise balle au pied avec de vraies qualités de dribbleur qui lui permettent d'éliminer son vis-à-vis, d'apporter de la percussion et de se projeter efficacement. C'est un joueur qui combine très bien avec ses coéquipiers, qui a une très belle vision de jeu et une excellente qualité de passe pour donner le ballon au bon moment et dans la bonne zone, faire le bon décalage dans le bon timing. Il avait notamment une belle relation technique avec Jonathan David qu'il arrivait à bien trouver dans la profondeur. C'est un joueur qu'on voit surtout à la dernière passe, même s'il n'est pas maladroit non plus à la finition quand il tente sa chance. Il met surtout en avant son altruisme avec une tendance à trouver un coéquipier qui est mieux placé que lui pour assurer le coup, mais il a aussi une frappe intéressante qui pourra nous permettre de trouver la faille dans des matchs un peu plus compliqués. Ce qui me plaît aussi chez ce joueur, c'est la mobilité qu'il peut amener, ses bons déplacements, sa faculté à solliciter le 1-2, la créativité, son aisance dans les petits espaces, le côté imprévisible de son jeu et ses grandes qualités techniques. En revanche, là où il doit progresser, c'est dans le jeu sans ballon, l'implication défensive. Il doit faire plus d'efforts à ce niveau-là, et c'est quelque chose que Roberto De Zerbi peut lui inculquer en étant beaucoup plus impliqué sur les transitions défensives, dans l'impact et l'intensité qu'il doit mettre dans les duels, malgré son petit gabarit puisqu'il ne mesure qu'1m66. On peut être certain que De Zerbi saura le mettre dans des conditions idéales qui vont permettre de moins voir certaines de ses lacunes, mais son profil est en tout cas totalement De Zerbi compatible, et va permettre au coach d'avoir enfin son numéro 10 qu'il attendait pour relancer son 4-2-3-1 qu'il a dû abandonner en cours de saison, à la suite de la grave blessure de Valentin Carboni, qui a été suivie par celle d'Amin Harit. A noter aussi qu'il a une grande intelligence de jeu et qu'il a toutes les facultés pour s'adapter rapidement à ce que De Zerbi va lui demander. Après ce point sur son profil et sur son style de jeu, on va maintenant se poser une question beaucoup plus générale. Est-ce que l'OM réalise un très joli coup pour commencer ce mercato d'été 2025, ou alors est-ce qu'on doit être un peu plus mesuré ? Alors la première chose que je voudrais mettre en avant, c'est qu'on va recruter librement un joueur qui a été évalué autour d'une vingtaine de millions d'euros par Transfermarkt. Ça illustre bien le fait qu'Angel Gomez était une opportunité à saisir, puisque même si on peut s'attendre à une importante prime à la signature, ça restera très certainement moins cher que les 20 millions qu'il aurait fallu payer en cas d'un transfert classique. En termes de salaire, il était autour de 120 000 euros mensuels à Lille. J'imagine que l'OM lui a proposé un salaire bien plus intéressant, mais qui restera largement dans nos cordes, puisque la grille salariale est très claire et doit correspondre au statut de chacun. A l'heure actuelle, j'imagine Gomez comme le titulaire au poste de milieu offensif, même si De Zerbi et les dirigeants décideront peut-être de le mettre en concurrence avec un autre numéro 10 de haut niveau, sachant que l'avenir d'Amin Harit est encore très flou à l'heure actuelle et qu'il pourrait très bien être sur la sellette. Je trouve que son arrivée est plutôt intéressante parce qu'il a montré de belles choses à Lille. C'était un grand espoir à Manchester et un joueur qui était considéré comme l'un des plus grands talents européens par Luis Campos qui a pas l'habitude de se tromper sur les jeunes joueurs. Certes, on peut parler d'une saison 2024-2025 plus compliquée, mais comme on l'a dit dans la partie précédente, c'est lié à sa situation contractuelle problématique, à une commotion cérébrale et une blessure au mollet qui ont tronqué sa saison. Je me dis aussi qu'il arrivait peut-être à la fin d'un cycle après 4 saisons à Lille et qu'il avait sans doute besoin d'un autre projet pour se stimuler. Ce qui me plaît, c'est de recruter un joueur polyvalent qui a déjà pas mal d'expérience en Ligue 1 avec plus de 100 matchs au compteur, qui a aussi joué une dizaine de matchs de Ligue des Champions, qui a vécu 2 belles épopées avec le LOSC jusqu'à l'élimination frustrante face à Dortmund cette saison, et le quart de finale contre Aston Villa en Conference League qui était loin d'être un adversaire facile au vu de la qualité de leur équipe. Il a aussi joué quelques matchs de Premier League et d'Europa League avec Manchester United, c'est plutôt pas mal pour un joueur de 24 ans qui voudra passer un palier supplémentaire à Marseille, et qui a l'avantage d'être une solution à plusieurs postes, que ce soit au poste de relayeur comme de milieu offensif. Son expérience de la Ligue 1 permettra de faciliter sa période d'adaptation parce qu'il connaît très bien le championnat. En revanche, il devra forcément s'adapter à la pression et aux exigences qui règnent à l'OM qui peuvent être compliquées à appréhender pour certains joueurs, même si je trouve que la plupart des joueurs qui ont été recrutés récemment s'y sont plutôt bien habitués et ont pris tout ça comme une source de motivation et une force plutôt qu'un fardeau, à l'exception d'un joueur comme Brassier qui a totalement coulé sur ses 6 premiers mois. Autre point positif, il s'est très rarement blessé depuis le début de sa carrière en dehors de la commotion cérébrale du début de saison dernière. Faut voir aussi la violence du choc qui avait inquiété tout le monde à juste titre. Sa plus longue blessure l'a éloigné un peu plus d'un mois, c'était celle au mollet qu'il a eu la saison dernière avec Lille, mais rien de bien alarmant puisqu'il n'est pas vraiment sujet aux blessures jusqu'à présent, pourvu que ça dure. En tout cas, l'OM a réussi à griller la concurrence de Tottenham qui était pourtant très confiant dans le dossier. Il y avait aussi West Ham qui a tenté sa chance, ainsi que d'autres clubs de Premier League et même de Serie A si je dis pas de bêtises, donc il y avait du beau monde sur le dossier, mais c'est l'OM qui a raflé la mise.
Perso, je trouve que c'est une très bonne idée de se positionner sur des opportunités comme Gomez. Ça reste quand même compliqué de faire face à la concurrence, mais depuis que Longoria et Benassia sont aux commandes et qu'on vient d'ajouter la Ligue des Champions à la liste des arguments, l'attractivité de l'OM est bien plus importante. Son profil me plaît beaucoup et je pense vraiment qu'il peut montrer de très bonnes choses en étant coaché par des Zerbi. Bien sûr, comme je dis à chaque présentation de joueur, c'est le terrain qui va livrer sa vérité, ça c'est une évidence, mais sur le papier, je suis plutôt charmé par son arrivée et j'espère vraiment qu'il réussira ici. En tout cas, il n'a pas du tout déçu à Lille, il était apprécié à Manchester United, il voulait même le garder, mais la perspective d'avoir beaucoup plus de temps de jeu ailleurs l'a convaincu de partir. Il a été très intéressant à Boavista et il est aussi devenu international anglais la saison dernière, donc globalement il n'a jamais déçu là où il est allé. Maintenant on espère qu'il va passer un palier supplémentaire à Marseille et qu'il va nous faire vibrer parce qu'il a le profil pour faire lever le Vélodrome. A noter aussi qu'il est très ami avec Mason Greenwood qu'il a côtoyé à Manchester United et qui lui avait notamment dédicacé un but face à Brighton il y a quelques années de ça. Je pense qu'il n'est pas étranger à sa venue et qu'il a joué un rôle important pour le convaincre de venir à Marseille et c'est une très bonne chose de compter sur deux joueurs qui se connaissent parfaitement et qui auront déjà certains automatismes même si ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas joué ensemble. De mon côté, j'arrive à la fin de la présentation et de l'analyse de Gomez, j'espère que vous l'avez trouvée assez complète et qu'elle vous aura plu de manière générale. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like pour le soutien et pour le référencement. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper de ce mercato d'été version 2025-2026, qu'on va analyser en détail tout l'été entre les présentations et bien sûr les épisodes d'actualité qu'on va sortir régulièrement. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Gomez dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous invite à aller voir le dernier épisode d'actualité si c'est pas déjà fait. Je vous mettrai le lien en description et en commentaire épinglé, vous pourrez même cliquer directement sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.